Salam alaikum Azul, bonsoir. Le recours par les régimes en fin de ressources à leur clientèle, à leurs relais, à leurs alliés naturels, est une méthode éculée. Une méthode usée jusqu'à la trame qu'ont utilisé tous les régimes qui sont en fin de vie. Il ne leur reste plus d'autre stratégie, une bien piètre stratégie en vérité, que de battre le relais de tous ceux qui les servent pour faire croire à la société que ceux qui les contestent et les dénoncent s'attaquent à la nation, qu'ils sont les agents pernicieux de la main étrangère. Le régime algérien a fait mieux. Il a même inventé le concept de main intérieure. Non pas l'ennemi intérieur, mais la main intérieure, celle qui agite sournoisement les foules, qui tricote la confiance et qui pousse le pays vers l'abîme. Et il a fait encore mieux que mieux. Lui qui n'en finissait pas de dénoncer les réseaux sociaux, n'a pas eu de pudeur à les récupérer du jour au lendemain, quand ils ont dénoncé les actes de violence et de dévastation qui ont eu lieu à Bjaïa. Il a fait d'une saine réaction de la société civile, qui craignait que la contestation ne dégénère en violence, une levée des boucliers zamazama en sa faveur, pour le soutenir, puisqu'il s'identifie à l'Algérie et qu'il désigne tous ceux qui s'attaquent à lui comme des forces malsaines, mauvaises, dissimulées, qui sapent et minent le pays. Et tout aussitôt, comme tous les régimes en fin de vie, qui se distinguent tous par d'ultimes soubresauts, il a tenté de mobiliser ses propres victimes contre elles-mêmes. Encouragé par les réactions des réseaux sociaux, il a usé de ses relais pour appeler tous les Algériens à pavoiser leurs fenêtres et leurs balcons du drapeau national, pour aujourd'hui, pour le 7. Une apothéose à moindre frais. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Un baroud d'honneur dont il serait le héros, immaculé, salué par les foules en transe. C'est dire tout le mépris que porte ce régime à tous les Algériens. Était-il stupide à ce point, ou paniqué à ce point, pour croire que toutes les fenêtres du pays allaient être pavoisées? Que les Algériens étaient naïfs à ce point pour ne pas comprendre qu'ils voulaient utiliser leur amour pour leur pays, pour se maintenir à leur tête? En tous les cas, il aura été pour ses frais. Les Algériens, qui sont connus pourtant pour dégainer le drapeau au moindre prétexte, ont ignoré superbement et massivement cet appel de se ranger moutonnièrement derrière un régime qu'ils abhorrent. Mais ce n'est pas tout, parce que le régime ne fait pas dans la dentelle. Et ainsi, lui qui dénie à quelque force qui soit de se servir de la religion pour faire de la politique, il n'a pas hésité, quand les manifestations de Bjaïa l'ont fait vaciller sur ses fondements, d'enjoindre par circulaire dans le plus pur style des années de plomb à tous les imams du pays, tous, de débiter un prêche dont il leur a dicté jusqu'au détail, jusqu'à leur demander d'user de la mémoire de ceux qui sont tombés pour libérer ce pays du colonialisme. Et encore mieux, il a lâché l'imam de la grande mosquée d'Alger contre la chaîne El-Magharibiya, qui a été désigné comme le plus grand ennemi du pays. Un prêche abondamment relayé, bien sûr, par la télévision publique. Écoutez. بعض القنوات يريدوا ويتظاهروا بأنهم ديمقراطيين وبأنهم عندهم الحرية ويجعلون أرقاما هاتفية بالمجان، وأكبر قناة عدوة للجزائر هي قناة المغربية. أقولها وأتحمل هذه المسؤولية. القناة التي اسمها القناة المغاربية هي القناة العدوة اللذوذ للشعب الجزائري، وهي تريد أن تحطم بلادنا وتزعزع أمننا واستقرارنا. Et pour bien saisir que cette sortie de cet imam n'est ni fortuite, ni spontanée, ni isolée, écoutez celle du ministre de l'Habitat. Angoisse, ils ont créé l'angoisse dans la rue. كيما هادي غاديه تشعل غاديه كان غدوه غير بوبال تشعل راها بدات. وسيرتو لا بوبال يصوروها في الليل راك عارف زهاره قلت تسخط قال بابا حيدره شعلت. سي كوم سا سي سا لا بسيكولوجي دي ماس. بون ماتنون
اون في كروا روجون باللي الازمه هذه ليسبوار نتاعك كما قالت هذيك بن قلنا وفرحانه بها والله لا يردها. في الجزيره البترول هبط، باي باي السلم الاجتماعي في الجزائر، الله لا يردك. هاولا هبط في 2014 السلم الاجتماعي مشى. دونك جو دي اون ترافاي لا ماس، قال الدراهم ما بقاوش والازمه راها هنا والمشاريع حبست اي اون فوا بلي لونسي دو لوجمون، اللي دا واللي ما داش تفرط فيه. سي كوم سا. ميم الاحتجاجات على مستوى الدول هذه هي في بعض الاحيان. جو لو دي نقولها بصفه رسميه ونكرر باسكو انا راني في سنه نقول فيها نفس الكلام. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. السكنات تتبنى، الشيء اللي مبرمج يتبنى ونبرمجوا سكنات اخرى. تشوفي هذا مؤخرا هذا الفيسبوك اللي تشعل من بعد خروج بعض الشباب في بجاي. سي كلار كلار. كاين سيت في الماروك برو اسرائيليان اي سو تريتون d'Israël. سي كلار. Il y a 2 sites en France. Il y a un site en Israël et un site en Allemagne. هذوما les 5 sites. Prouvé. C'est clair. Mais احنا شوف c'est ce qui fait la force de l'Algérie. أبنائها اليوم ما كانش واحد اللي يزيد يلعب بهم. فاقوا. Finalement, tous les régimes prédateurs de l'histoire se ressemblent. Ils ont tous un même mépris pour l'intelligence des gens et considèrent tous que ce sont les foules bêlantes qui entraîneront le reste de la société. Une société qui a envoyé ou qui a renvoyé 2 réponses, toutes simples à ceux qui ont tenté de la manipuler. Ammar Ghoul qui a lancé un appel à toute la population d'Alger pour manifester son soutien au président Bouteflika. Il n'y a pas eu plus de 200 personnes à s'être rendues à la manifestation, malgré toutes les facilités qui ont été accordées aux gens. À tous les Algériens à qui le régime a demandé d'arborer l'emblème national pour dire qu'ils étaient tous derrière lui, ce fut une immense réponse. Même les alliés naturels du régime ne l'ont pas fait, pour dire que le jour de la chute, il sera bien seul. Aujourd'hui. All Huffington Post. Émeute de Bijaya. Le ministère des Affaires religieuses ordonne aux imams de contrer la fitna ce vendredi par la rédaction. Liberté. Jamel Zenati. Le pays est dans une impasse politique intégrale. Algérie 1. Pourquoi Nahar TV n'a pas couvert les événements de Bijaya par la rédaction. Pour parler de ce rétro-info, nous aurons avec nous sur le plateau Samir Bellatesh, militant pour la démocratie, militant politique. Yahya Mkhiyouba, membre du Conseil national du mouvement Rachad. Brahim Oumansour, militant et enseignant, chercheur. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Alors, qui veut se lancer? Pour commencer à parler, nos thèmes d'aujourd'hui seront donc les émeutes ou les manifestations de Bijaya, on les appelle comme on voudra. Le silence radio des partis politiques, le régime algérien, cause ou conséquence de nos malheurs. Si on commençait par Bijaya, ce qui s'est passé à Bijaya. Moi, je suis d'origine de Bijaya. Ah, alors. Voilà. En fait, moi, je dirais, pour commencer, que on a affaire en fait à une situation très grave au pays. Par rapport aux problèmes économiques, par rapport aux problèmes sociaux, mais surtout par rapport aux problèmes politiques qui gangrènent complètement la société algérienne. Et à mon avis, c'est ce qui explique d'abord et avant tout ce malaise, toute cette grogne en fait de la population face à un régime qui est sourd,
qui est sourd et qui n'entend absolument pas la souffrance du peuple, ses revendications, ses peurs par rapport à l'avenir, etc. Du coup, on a eu affaire à Béjaïa, un peu dans d'autres régions, à Bouira et tout. On a eu, comment on va appeler ça, des manifestations qui ont dérapé par certains endroits, en violence et tout. À mon avis, on a ça depuis des années. L'Algérie vit des situations d'émeutes et tout depuis des années. Ça ne fait que continuer. Et on en aura encore à l'avenir. Ce qui fait peur, c'est la façon de gérer des autorités, du gouvernement et du régime en place. Il a une façon de gérer cette situation qui fait un peu peur, en fait, parce qu'il préfère gérer par la violence, par la menace, par la manipulation, oui, au lieu de régler les problèmes. On ne l'a pas toujours dit, nous tous qui activons un peu ensemble dans les réseaux sociaux, que ce régime a tout fait pour vider la scène politique de toute force autour de laquelle pourraient se rallier les gens et ne leur laisser que la seule possibilité de la violence. Absolument. C'est le régime qui a fait en sorte... Absolument. Les jeunes qui sont descendus dans la rue, finalement, ils n'étaient pas encadrés par Absolument. aucune force. Donc ça ne pouvait aller que vers la violence. Absolument. Est-ce qu'ils avaient un autre choix? Nous, on interpelle les autorités, on interpelle le régime en place sur cette façon de gérer les choses. Et on le tient pour responsable. Je pense que ça crève les yeux. Il est responsable de la situation. L'une des raisons les plus importantes, c'est celle-là. Il a laminé la scène. Il a coupé la société de la classe politique. Il a décrédibilisé la classe politique. Il les a retournés. Il les a achetés avec des petites choses qui font que la société ne leur fait pas confiance et tout. Qu'est-ce qui reste aux gens qui veulent revendiquer? Il n'y a plus d'outils politiques, en fait. J'aimerais que nous discutions à bâton rompu. N'attendez pas que je vous donne la parole, que celui qui veut la prendre la prenne, qu'on discute ensemble. Oui, bien sûr. Donc, la situation économique et politique, je crois, on la connaît, tout le monde la connaît, la ressent, notamment ceux qui vivent en Algérie sur place. La situation politique déjà, sans revenir dans les détails dessus. La situation économique, notamment depuis 2014, l'été 2014, avec la chute des prix du pétrole, ça a entraîné donc, la baisse des revenus de l'État algérien, je crois, de 70%. Les revenus basés à 96%, je crois, sur l'exportation des hydrocarbures. Donc une économie déjà fragile, fragilisée encore, donc aggravée par la baisse des prix, du prix du pétrole. Et la situation économique, donc avec un président qui a brigué un 4e mandat et qui, selon certains, pourrait se présenter à un 5e mandat, fermeture des voies politiques d'opposition. C'est un verrouillage. Il y a un verrouillage, voilà, il y a un verrouillage au niveau des médias, mais aussi sur le terrain. Les menaces ne feront qu'aggraver la situation parce que fermer la porte à des formes d'opposition, je dirais, normales ou régulières, légales, etc., à travers les partis politiques, des associations, ou des syndicats, ne fera que ouvrir l'autre voie, la voie de la dérive, donc de la rue, que personne ne pourra ensuite contrôler. Voilà. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a une paranoïa exagérée par le gouvernement, mais la menace existe. La menace est réelle. Une menace étrangère est réelle. Ce n'est pas faux. Mais de quel parti au juste menace étrangère? Il y a une menace. Il y a plusieurs partis. Il y a plusieurs partis. Aujourd'hui, le monde, il y a un mouvement au niveau géopolitique. Il y a un mouvement sérieux. Il y a des secousses. La crise en Syrie, la crise syrienne ne va pas laisser les autres pays du monde arabe sans être contaminés par une voie ou une autre. La politique étrangère des États-Unis, la position de l'Algérie vis-à-vis de la crise syrienne risque d'avoir des conséquences. Des pays qui pourraient être tentés. Non, mais de façon plus concrète. Moi, j'aimerais de façon comprendre. Plus concrète. Je pose la question, oui. Je pose la question pour comprendre. Je vais m'expliquer. Bien sûr. Moi, si j'étais une de ces puissances occidentales, je ne toucherais jamais à ce régime. Parce que jamais ce régime n'a été autant utile
à ces puissances occidentales. Oui. Jamais elles n'ont profité de ce pays comme du temps de ce régime. Depuis que Bouteflika est là, la France, les États-Unis, l'Europe d'une manière générale, ils ont eu table dressée. Même en matière, ce qui ne s'est jamais passé, même en Sur le plan termes économique. de sécuritaire, de la coopération sécuritaire, ils en sont arrivés à ouvrir leurs frontières pour une intervention au Mali, pour des interventions de renseignement en Libye. Oui. Ça veut dire que... pourquoi ils se sentiraient-ils... Je peux répondre? Oui, bien sûr. Bonsoir, salam alaikum. C'est la voix. Tout d'abord, si on peut revenir juste à la question de Bdjaya, ce qui s'est passé à Bdjaya, et à Tizi Ouzou, à Bouira, à Tiaret et dans la banlieue d'Alger, c'est juste pour dire que les conditions d'une explosion sociale existent. Et ces conditions, c'est pas l'opposition qui en est responsable, c'est pas Facebook, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les jeunes, c'est pas les syndicats, c'est pas les pas la main partis, intérieure, c'est pas le ni la main Maghrébia. intérieure, ni l'extérieure, c'est le gouvernement, c'est le régime qui nous gouverne depuis des années. Il faut savoir que quelqu'un comme Ouyahia est là depuis 1995. Donc, c'est Ouyahia, Sellal, Bouteflika et leurs semblables, civils et militaires, qui sont responsables de cette situation. Maintenant, la dérive qu'a pris ce mouvement vers la violence, nous, au mouvement Rachid, on condamne toute forme de violence. C'est que nous sommes inscrits dans un combat lent, qui sera très lent, et qui est exclusivement non violent. C'est que si nous ne nous sentons pas capables aujourd'hui de s'organiser d'une manière non violente pour réclamer nos droits, il vaut mieux rester à la maison. Parce que ce n'est pas pour dire qu'il y a des risques étrangers ou intérieurs, les risques existent. Et ces pays que vous avez cités tout à l'heure, je reviens à ce que disait le monsieur, c'est vrai qu'ils tirent beaucoup de bénéfices de ce régime, comme ils le faisaient avec le régime syrien et égyptien. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans une étape où, s'il y a moyen de détruire ces pays, pourquoi pas? Mais pourquoi? Quel est l'intérêt, Je ne sais pas. dire? Je ne saurais vous répondre. Je sais une chose. Fadl. Je sais que ces puissances n'agissent jamais comme ça en l'air. Bien sûr. Qu'il y a toujours une question d'intérêt. Il n'y a pas d'état d'âme. Absolument. Donc, leur intérêt, moi, je considère que depuis que Bouteflika est là, ils n'ont jamais eu un tel partenaire que l'Algérie qui leur a offert des contrats sur un plateau. Bien sûr. Pourquoi voudraient-ils le changer? Au Non, contraire, ils le protègent. C'est eux qui ont imposé un quatrième mandat. Je parle du pays, pas du régime. Oui. Ils voudraient peut-être détruire le pays, c'est-à-dire que le peu qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on risque de ne pas l'avoir dans quelques années, si on tombe dans une logique violente. C'est pour ça que j'ai dit au début, si on n'est pas capable de s'organiser dans des formes de contestation non violentes, il vaut mieux rester chez soi. Ça ne veut pas dire qu'accepter ce régime, ce n'est pas accepter la situation dont on vit aujourd'hui, mais il faut être capable de s'organiser, de contester d'une manière non violente et de ne jamais, au grand jamais, verser dans la violence, même si on est provoqué, et on sera provoqué. Tanien, quand vous avez posé la question pour ces pays, pourquoi ils voudraient détruire un pays comme l'Algérie? Ce n'est pas qu'ils voudraient détruire le régime, ou peut-être aller dans un scénario syrien, mais un exemple, l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte aujourd'hui, du temps de Morsi, le dollar faisait 7 guinées. L'Occident, à leur tête les États-Unis, ont tout fait que pour les militaires reviennent au pouvoir par un coup d'État. Aujourd'hui, le dollar est à 18-19 guinées. C'est-à-dire que l'Égyptien a encore plus faim aujourd'hui qu'il ne l'était du temps de Moubarak. Je ne regrette pas Moubarak, mais c'est dire que ces pays-là, les grandes puissances, sont capables de faire payer au peuple leur désir de liberté. C'est pour ça que moi je pense que les frères musulmans en Égypte ont été très intelligents en refusant, évitant la violence. Ils s'en sortent mieux que les Syriens. Mais là, moi, j'aurais compris que si jamais le peuple algérien réussit, sa révolution réussit à chasser le régime, c'est là où les autres interviendraient pour le punir de son aspiration à la on va liberté. essayer de le punir parce qu'il y a un prix à tout. Mais c'est c'est un raisonnement par l'inverse que nous Bien sommes sûr, en train de mais faire. un Je pense prix que à c'est ce tout. qui s'est passé dans... Je pense que c'est ce qui s'est passé dans la région. Si on observe ce qui s'est passé depuis 2011, on a observé comment réagissent en fait les puissances internationales, parce qu'on parle de complot et tout, et puis ça marche bien le complot, c'est un truc qui est facile, etc. Par contre, quand on observe les faits, les puissances internationales, elles ont leurs intérêts, qu'elles soient les puissances de l'Est ou de l'Ouest, elles ont leurs intérêts dans la région. Évidemment. Et
on les a vus quand il y a eu qu'est-ce qui s'est passé? Les régimes, les sociétés, elles ont explosé sous la pression de l'Hugra, la torture, des régimes politiques. Passe-droit, puis les régimes politiques ne tiennent plus en fait, ils se sont effondrés. Quand ces régimes-là, ils se sont effondrés, les puissances, elles ne restent pas les bras croisés à attendre que le peuple, dans le meilleur des cas, que le peuple prenne le pouvoir et qu'il récupère ses intérêts, etc. Et du coup, les intérêts des puissances internationales, ils sont en danger. Ils n'attendent pas. Ils interviennent. Même s'ils doivent donner le coup de grâce, comme ils ont fait pour Kadhafi, etc., à un régime qui ne les arrange plus parce qu'il est en train de s'effondrer, que ça peut tomber dans des mains qui ne sont pas contrôlables, ils interviennent. Ils risquent de faire... des processus. Absolument. Je pense que les peuples dans la région, ils ont comme ennemis, les régimes en place et les puissances internationales. Ce sont des ennemis, mais des peuples avérés. Et à mon avis, il risque de se produire la même chose pour l'Algérie, effectivement. Pour le moment, ils défendent bec et ongle le régime algérien. Ils le défendent bec et ongle. Comme tu le disais, ils ont des intérêts énormes avec ce régime, etc. Le jour où ce régime ne tiendra pas le coup, sous la pression sociale ou même sous d'autres problèmes, en fait, type sécuritaire, absolument. Et ils lui donneront un coup de pied au derrière. Et ils passeront à autre chose. Samahli, Samir, Bachar al-Assad était dans le clan de Muqawama. Oui. Muqawama, l'ihtilal israélien ou l'intervention américaine au Moyen-Orient. Ça n'a pas empêché aujourd'hui les Israéliens de s'allier aux Russes pour coordonner les opérations russes en Syrie. Ça n'a pas empêché. Bien sûr. Avec les Saoudiens. Tout le monde est complice. Ça n'a pas empêché les États-Unis de fermer les yeux quand Bachar al-Assad a bombardé sa population avec les armes chimiques. Parce qu'il faut maintenir ce régime. Ça veut dire que toutes les puissances en jeu, en Syrie, ont agi au mieux de leurs intérêts et contre les aspirations du peuple syrien. Il ne faut pas qu'ils soient saoudiens, qu'ils soient russes, qu'ils soient américains. L'objectif final de ces régimes et de leurs alliés internationaux est que les peuples du monde arabo-musulman ou de l'espace arabo-musulman, arabo-berbère, on l'appelle comme on veut, ne se libèrent jamais. Absolument. Mais en tout cas, là, tel qu'il est, le régime, le peuple algérien sous le régime actuel, ils sont très satisfaits. On ne dira jamais, on ne pensera jamais que les puissances occidentales pourraient être tentées de comploter contre ce régime pour le chasser. Parce que là, ce serait se tirer une balle dans le pied. Et provoqué par la même occasion, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et provoqué par la même occasion, moi j'imagine que si demain ça se passe mal en Algérie, Dieu ne plaise. Il y a beaucoup de pays qui risquent. Ce sera le raz-de-marée en France, par exemple. La France n'en voudra pas. Il y aura des centaines de milliers de gens qui vont arriver en l'espace de quelques semaines. Ni la France, ni la France, ni les États-Unis, ni les Russes ne voudront un chaos pour la situation en Algérie. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y a un mouvement, c'est-à-dire on ne peut pas nier le fait que tous les pays sont concernés. Si demain la France se retrouve... La France, vous croyez qu'il n'y a pas de... Il y a par exemple en Europe, il y a les États-Unis, certains lobbies américains financent des partis. Nous allons passer au sujet, je m'excuse de vous interrompre, sujet d'après, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais nous allons voir quelques images des émeutes ou des manifestations ou de ce qui s'est passé à Bjaïa, et nous passerons à la suite. De mettre à la place du pouvoir, il faudrait être inconscient pour imaginer que c'est un chahut de gamin, comme on disait, comme certaines personnes disaient en 1988, ce n'est pas un chahut de gamin, c'est des signes précurseurs de quelque chose de bien plus grave et de bien plus large. Ce qu'on voit à Bjaïa, Bouira, etc., ce sont des signes annonciateurs de quelque chose de beaucoup plus grave. Et Inch'Allah, on ne connaîtra pas une situation d'explosion comme la Syrie ou d'autres pays en ont connu. Contre cette violence. C'est ça le paradoxe. C'est tout le monde qui est contre. On a tous appelé au calme. Hier, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont réunis avec le chef de Daïra hier soir. D'ailleurs, il y a une autre réunion ce soir. Et nous allons passer au sujet suivant. Si le silence radio des partis politiques, nous allons voir quelques images et nous revenons à la discussion. Le mouvement social était organisé, c'était une bonne chose pour tous. Même si on n'a pas, comme on dit, répondu à nos revendications, même si on n'a pas répondu à nos attentes, mais on a existé.
Donc même à l'époque, il faut le dire, les partis politiques et tout ça jouaient leur rôle. Aujourd'hui, le drame, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de médiateur aujourd'hui. Et le risque, c'est on ne peut pas empêcher, en tous les cas, cette approche-là, ces méthodes-là du régime ne feront qu'exacerber les contradictions, ne feront que précipiter la situation vers l'irréparable si ça continue de cette manière-là. C'est une dérive totale. Ce n'est pas, les médias ne sont pas des acteurs dans les événements. Lorsqu'il y a des événements, le rôle des médias, de la télévision, de la radio, des médias électroniques et des journées, de couvrir les événements, de donner la parole à tout le monde, donner la parole au pouvoir, mais donner la parole aussi à l'opposition, ceux qui essaient de s'exprimer, parce que les jeunes qui ont dérivé en saccageant même des propriétés privées, des propriétés publiques, en brûlant un bus, etc., ce n'est pas bien sûr cette manière qu'on doit s'exprimer. On l'a toujours dit, vous-même l'avez rappelé, beaucoup de confrères l'ont rappelé, le combat pacifique, c'est le seul combat qui peut porter en Algérie. Brahim Mansour, je vous ai pris la parole, je vous la rends, pour parler de ce que nous venons d'aborder, ça veut dire ce silence des partis politiques. On ne les a pas entendus, à part quelques timides communiqués. C'est ça, les partis politiques, malheureusement, sont vraiment... Bon, je dois rendre hommage quand même à des individus au sein des partis politiques qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, mais de manière générale, il y a une absence de l'activité politique au sein des partis de l'opposition, ou dites de l'opposition. Moi, je regrette et je critique souvent cette méthode de l'opposition des partis politiques qui ne sont là, qui font le même jeu du régime, c'est l'appel à la population et au peuple algérien uniquement lors des échéances électorales. On les appelle à voter ou à boycotter les élections. Ensuite, après les élections, silence radio. Les événements, il y a eu des événements plusieurs décennies, en 2001, avant 2001. Les partis politiques, depuis l'existence du multipartisme, on ne va pas juger le début, mais au moins depuis 97-18, donc la situation commençait à s'améliorer au niveau sécuritaire, au moins. Donc il y avait quand même, les partis politiques ne jouent pas le jeu à long terme d'un travail de fond. Un travail de fond avec la population. Mais on a-t-il les moyens? On a-t-il la possibilité? Bien sûr, il y a un verrouillage. Est-ce qu'ils ne sont pas verrouillés, canalisés, empêchés d'agir, neutralisés? Oui, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple. Il y a un verrouillage médiatique, il y a un verrouillage économique aussi. Donc les partis n'ont pas les moyens de financer, de se financer, d'agir. Les associations, on favorise des associations pro-régime, contrairement aux autres, ça c'est connu. Mais il y a des choses à faire, il y a un travail à faire au-delà de la situation qu'on connaît, bien sûr, on ne cache pas. Les partis politiques, c'est Djemal, moi j'en ai connu un qui avait un ancrage dans Kabylie surtout, que je ne reconnais plus. Lequel? Je parle du FFS, qui a joué un rôle historique dans cette région du pays. Et qui a joué un rôle historique aussi dans la préservation de l'unité nationale. Et pas que le FFS, c'est qu'on est passé de l'étape... Mais c'est intéressant de parler du FFS, parce que c'est le même FFS parler de ce sujet, de cette problématique de l'opposition qui se laisse entraîner dans la mangeoire. Le FFS, c'est un cas d'école par rapport à d'autres partis. C'est à peu près la même chose. C'est que les partis en Algérie, généralement ceux qui se disent d'opposition, et qui sont agréés par le régime, sont passés de partis politiques, de militants, à partis d'élus ou d'élus potentiels. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'intérieur de ces partis ont l'unique objectif de devenir élu communal, élu wilayal, député ou sénateur pour les plus ambitieux. Et c'est là le drame de ces partis politiques. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'intérieur, ou qui sont restés, parce que la plupart des militants se retrouvent en dehors de ces partis. Et là, j'étais en train de voir Saïd Khalil et, comment il s'appelle, Aïd Joudi, qui étaient des camarades à moi au FFS, qui se retrouvent à l'extérieur du FFS aujourd'hui. C'est le cas au RCD, au Parti des Travailleurs, Nahda et tout. C'est que chaque militant qui refuse la normalisation électorale du régime se retrouve en dehors des structures partisanes d'opposition.
Parce qu'il faut dire que même, et moi je reviens, les services algériens, le DRS a joué un rôle destructeur de la société civile algérienne. En introduisant, en infiltrant les partis politiques, en plaçant des pions à l'intérieur de ces partis, en semant la zizanie à l'intérieur de ces partis, comme il l'a fait pour le reste de la société. Des redressements. Absolument, des mouvements de redressement par-ci et par-là. Il a infiltré les syndicats, les associations, et puis ils ont fini en 2014 par la nouvelle loi sur les associations, où il est aujourd'hui presque impossible, voire impossible de créer une association. C'est qu'en 2014, le régime a sonné la fin de la société civile algérienne. Il ne faut plus qu'il existe une société civile. Une information que je viens d'avoir aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le groupe de réflexion Nabni. Oui. Qui sont dans une logique plus light que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est que j'ai assisté à une de leurs réunions. Ils me parlaient d'un pays qui s'appelait l'Algérie, une Algérie que je n'ai jamais vue. Pour eux, l'Algérie, c'était le paradis et c'était possible pour eux de changer à travers l'économie. C'est une vision à laquelle je n'y crois pas, mais que je respecte. Je viens d'avoir l'information aujourd'hui qu'ils ont déposé une demande pour être une association agréée. Ils ont reçu un refus. Même par un récépissé, le ministère de l'Intérieur n'a pas été capable de leur donner. C'est-à-dire qu'il y a des Light, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne croient pas en le combat politique. Pour eux, le changement vient de l'économie. Uniquement. C'est-à-dire que le régime, ils ne veulent pas avoir une société civile. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les mouvements sociaux qui vont venir, il n'y a qu'une société civile mûre et crédible au sein de la société qui pourra canaliser ces mouvements vers quelque chose de construit et de non-violent. Ils veulent laisser les Algériens sans structure sociale pour qu'il y ait l'affrontement entre la violence qui est en train d'être nourrie et exercée contre les Algériens. Quand vous achetez un kilo de dattes dans le pays des dattes à 700 dinars le kilo, c'est une forme de violence. Quand vous achetez un kilo de banane à 500, 550 dinars le kilo pour un père de famille qui touche 20 000, 25 000 dinars par mois, c'est une violence. Donc on est en train de les nourrir par la violence et on les pousse à réagir ou à agir à travers la violence en stoppant. Et après on dit « Ah, la violence s'attaque au pays, à la stabilité ». Mais et donc c'est une je reviens juste à un détail à ce que disait le monsieur, la violence. Ces régimes-là, ils savent que leur modèle social et politique, il est en fin de vie. Ils veulent devenir un rempart contre ce qu'on appellerait un terrorisme. Oui. Bachar al-Assad, qui était un criminel il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui, il combat le terrorisme. Le rempart contre la barbarie terroriste. Et c'est la même vision que a le régime algérien, et puis il a déjà essayé dans les années 80. Et ça a marché. Absolument. Voilà. Tamir. Ça fait peur parce que pour être le rempart du terrorisme, il faut qu'il y ait un terrorisme en face. Ils vont le créer. Exactement. Ça veut dire que notre pays va être plongé dans une situation qui va expliquer ou qui va dérouler ce programme-là tel qui vient d'être décrit. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que ce régime n'a plus les moyens de sa politique, de ses méthodes? Ça veut dire anesthésier la population, la droguer par la consommation, par la cooptation, par la distribution de la rente. Il n'a plus les moyens. Donc même ses alliés naturels vont se retourner contre lui. Alors quel choix lui reste-t-il, si ce n'est celui de la violence instrumentée? Non, du côté du régime, on ne s'attend à rien de bon. Je pense que tous les observateurs et tous les militants un peu très lucides par rapport à la situation le savent. Ils le disent depuis quelques années. Il n'y a rien de bon à attendre de la part du régime, tout clan confondu. Parce que certains nous expliquent que tel clan est meilleur que l'autre clan et qu'on soutient un clan contre un autre et c'est comme ça qu'on va changer. Salah est en train d'opérer une purification. Etc. Alors que le régime, dans sa façon de fonctionner, les hommes qui le dirigent, la maladie ou la gangrène qui est à l'intérieur, telle que la corruption, etc., tout cela n'augure rien de bon en fait. On ne s'attend à rien de bon du côté du régime. Par contre, la question, à mon avis, elle est très pertinente parce que la balle est dans notre camp. La balle est dans le camp du peuple algérien, dans le camp de l'élite algérienne, qui est normalement responsable aussi de ce qui va se passer. À mon avis, pour répondre à la question de la classe politique et puis de l'opposition, etc., à mon avis, on peut dire actuellement qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, en fait. Et ce qui reste à faire, c'est de reconstruire tout ça. Ça peut être difficile à faire. Mais qui peut reconstruire ça? Il ne faut pas qu'on se mente. Les sociétés, généralement, quelles qu'elles soient, même les sociétés occidentales, si elles n'ont pas de force organisée autour desquelles s'organiser, s'agglomérer,
Ils ne peuvent rien. Il n'y a pas de foule ou de société qui puisse aller dans un seul sens et avoir une seule vision comme ça. Absolument. On ne peut pas faire l'économie d'une élite qui prend ses responsabilités. Qui organise. Effectivement, qui organise, qui donne du sens, qui écoute le peuple, qui reformule ou formule les besoins du peuple d'une manière intelligible. Quand des jeunes vont casser, quelqu'un qui est capable d'expliquer les jeunes ados, il ne devrait pas être cassé, il faut être contre la violence, il faut aller et descendre dans la rue, ne pas rester sur Facebook et dire qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, là j'entends la police ou là. Non, de descendre dans le quartier, d'aller voir les jeunes et d'abord de les calmer, mais surtout de les écouter, de les entendre et de reformuler les revendications et les besoins. C'est cette élite-là qui est à reconstruire. Pour le moment, il y a des gens, il ne faut pas dire quand on parle comme ça, c'est le désert. C'est le désert et tout. Non, il y a des gens. Par contre, on est éparpillés, les gens sont éparpillés, chacun dans son coin. Beaucoup, c'est-à-dire on leur a verrouillé l'accès aux médias et à la parole qui va toucher beaucoup de gens. Ces gens-là, ils passeront pas. Il y a un mot magique en politique, c'est un mot magique réellement. Je crois que c'est une clé. Le mot est synergie. Synergie, c'est l'harmonie de plusieurs énergies. Et nous sommes dans une phase où il s'agit de construire. On est en train de construire ça. On ne peut pas faire, je veux dire, on ne peut pas sauter les étapes. Malheureusement. Vous pensez que nous sommes en train de construire ça? Absolument. C'est une question de conscience. Moi, j'y crois. Sinon, je plie bagage et je vais aller m'occuper de mon jardin. Et voilà, c'est parce qu'on y croit, c'est pour ça qu'on est là. Oui, je crois on croit tous. Si on milite, c'est qu'on croit déjà qu'il y a un espoir. On a l'espoir d'avancer, de créer quelque chose difficilement, lentement, mais je dirais sûrement. Il y a une conscience, aujourd'hui il y a les moyens, on verrouille les grands médias, mais il y a Internet qui peut jouer. Il y a aujourd'hui tout le monde en Algérie a un téléphone, donc on peut contacter tout le monde. Il y a des échanges qui se font. Je me souviens en 2001 ou avant, en 97, etc. Même à l'université, on fait grève à l'université, mais l'université à côté, à Alger, à Bouzaria, on grève, mais à Ben Aknoun, ne savait même pas que ça existait, qu'il y avait grève. Aujourd'hui, on peut sur Facebook informer. Vous donnez l'occasion de faire la transition sur le sujet suivant. Le régime algérien, cause ou conséquence de nos malheurs. Nous allons regarder quelques images et nous revenons sur le sujet. L'expérience de 2001, que je ne cesse de parler avec beaucoup d'émotion. Quand tu vois des mères pleurer leurs enfants, quand on a vu du sang mêlé aux larmes devant nos yeux, nous n'avons qu'une seule responsabilité, à ce que ça ne se reproduise pas durant notre vie. Ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, selon certaines informations, c'est qu'il y a eu à Tizi Ouzou. Je parle d'abord de Tizi Ouzou, l'appel de la grève des commerçants. Il y a eu... Bon, vous avez en face quelques germes, j'allais dire, de forces politiques qui essayent tant bien que mal de faire entendre une voix, mais elles ne pèsent au final pas grand-chose, et cela, ça s'explique très facilement. C'est pas par manque de volonté ou manque d'aptitude, mais tout simplement le pouvoir, depuis maintenant trop longtemps, a tellement encagoulé la société qu'il est très difficile de développer des actions politiques en contrepoids. Alors, donc, j'aimerais que nous consacrions les 2 ou 3 dernières minutes pour parler de Kharjat Atebboune qui parle des 5 sites liés à Israël. Mais sinon, pour ce sujet, donc le régime algérien est-il la cause de tous nos malheurs? Était-il comme ça tombé du ciel en 1962? Il a donc décidé de mettre tout le pays en poche, c'est une force organisée, ou alors est-il le fruit de notre propre lâcheté? Moi j'aime dire les choses, même si ça choque, de notre propre connivence, de notre complicité, ou du moins de notre démission collective. Alors, l'une ou l'autre? Là, ça revient à la question qui fait l'œuf ou la poule. Voilà, donc c'est les deux à la fois. Donc le régime profite de la faiblesse. D'abord,
un régime, il naît de son peuple. Bon, est-ce que tout peuple mérite son régime? Non. Mais il se consolide par d'autres moyens. Ensuite, moi je dirais que si le régime, si le système en Algérie a persisté dans le temps, c'est qu'il y a aussi une fragilité de la société elle-même. Il y a une... parce qu'on parle de la corruption, on parle de la corruption, mais après, il y a les gens corrompent aussi des ministres. Ça va dans les deux sens. Voilà, ça va dans les deux sens, malheureusement. Après, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation où chacun doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, je parle du gouvernement jusqu'aux acteurs politiques, associatifs, etc. Tout le monde. Mais moi, si je pose la question, c'est surtout pour savoir... Parce que si nous sommes la cause de ce régime, donc nous pouvons être la cause de son départ, à condition de changer seulement notre posture. En changeant soi-même. Voilà. Donc c'est surtout à ça que Samir. Non, moi je ne suis pas d'accord avec la phrase que tu as utilisée. Le régime algérien, le peuple algérien subit son régime. Il le subit de l'une des manières les plus violentes qu'on a connues en fait. On sait ce qui s'est passé à l'indépendance. Des chars ont marché sur le corps, absolument, des chars blindés ont marché sur le corps des maquisards algériens pour prendre de la wilaya 3 et 4 qui ont essayé de les arrêter. De tous ceux qui avaient résisté à un truc illégitime, c'est-à-dire qu'ils avaient dégagé la légitimité qui était issue de la Révolution et ils ont pris le pouvoir par la force des armes. C'est ce qui s'est passé en 65, ils se sont fait un coup d'État entre eux. C'est ce qui s'est passé à la mort de Boumedienne, c'est l'armée qui a décidé de qui va diriger, il y a un coup de force, et j'en passe et des meilleurs, tout le monde connaît l'histoire de notre pays, c'est par la force que ce régime se maintient. Par contre, il a aussi recours à d'autres méthodes connues, il trafique les élections, il menace les gens, parfois un opposant qui rentre un peu, qui est difficile à gérer, incontrôlable, on lui met 2 balles dans la tête, on en connaît en 91, quand le peuple a décidé de choisir une autre force, on sort les blindés encore une fois, absolument, donc le peuple algérien subit le régime, je ne pense pas qu'il soit responsable de ce qui se passe. Ceci dit, ce n'est pas pour justifier, parce que c'est une dictature qui a détruit l'école, qui détruit la société, qui détruit le cerveau. Elle détruit, mais c'est fait d'une manière très méthodique, sans relâche, etc. Donc ça donne ce que ça donne. Vous pensez qu'ils sont aussi intelligents que ça, au point de pouvoir contrôler le Big Brother qui contrôle toute la société? Non, on n'a qu'à observer ce qui se passe. En fait, après, qu'ils aient fait ça intelligemment ou pas, à la limite, on s'en fout. La conséquence est là. Ils ont détruit l'école, ils ont détruit la société, ils ont tout détruit. C'est pour ça que le chétan connaît Hachama, mais bien sûr, il y a une preuve à ça. Regardez, si Jamal, vous pouvez en témoigner, il y en a comme Tolsrer, vous avez vécu cette époque, les années fin 70, début des années 80. Oui. Il y avait une université, il y avait une école, il y avait une société, il y avait une famille, il y avait un cinéma, il y avait un théâtre. Il y avait une mosquée, il y avait des associations, il y avait des syndicats. Mais il y en avait de moins en moins. Ça Réel des petites précisions. Juste après l'indépendance, il y avait tout ça. Oui, oui, oui. Mais ça veut dire que beaucoup de gens disent du temps de Boumedienne c'était bien, après ça s'est dégradé. Boumedienne n'a pas détruit ça a commencé à se dégrader chaque jour un peu plus. Boumedienne ne s'est pas attaqué au cerveau algérien. Si on peut citer un des rares bienfaits de Boumedienne, c'était de ne pas s'être attaqué au cerveau algérien. Toutes les institutions que je viens de citer existaient dans les années 80. Le cinéma algérien poussait les Algériens à travailler, à être honnêtes, à ne pas voler, à être bien avec leurs voisins. Et ça a donné le 5 octobre 88. Et ils se sont dit plus jamais ça. Ils se sont attaqués à l'école, à la mosquée, aux syndicats, à la société civile. Aujourd'hui, vous avez à la télé algérienne, vous n'avez plus de cinéma, nous, si ce n'est un cinéma médiocre. Et vous avez des Chabawarda qui passent à la télé pour dire à l'âge de 16 ans. C'est ça les exemples qu'on nous vend aujourd'hui. Et puis c'est une forme de violence. Puis quand vous parlez de la responsabilité individuelle, elle existe. Chacun est responsable de soi, bien sûr. Mais la responsabilité collective, moi je dis que les coups de force de 62 jusqu'à aujourd'hui, on peut en compter même des dizaines et des centaines. Aujourd'hui, le monde est en train de combattre ce qu'on dit le monde libre. Il est en train de combattre le monstre actuel. À la mode, c'est Daesh.
Moi, je dis toujours à mes amis que le monstre actuel qui est Daesh est un enfant de cœur devant le GIA algérien. Daesh n'a jamais égorgé des bébés. Daesh n'a jamais jeté des bébés dans des fours. Le GIA algérien l'a fait. Et on connaît tous l'histoire du GIA algérien. Ouais. Donc des GIA, comment voulez-vous qu'un peuple qui a vécu toutes ces terreurs, que tout le reste du monde n'a pas, ou presque pas connu, sauf le Rwanda, etc., qui se relève. Et puis, quand on a une élite qui n'est pas à la hauteur. On a des gens qui étaient dans l'opposition, des Louis Hanoun, des Khalid Msaoudi, qui se retrouvent soit larbin du régime ou ministre du régime. On a des vendus à tous les niveaux de l'intelligence algérienne. Donc, un peuple dépourvu d'élite à la hauteur face à un régime de terreur, j'aime pas ce mot, mais il faut être à sa place. Ça brise encore la confiance, justement ce que vous venez de dire, ça brise encore la confiance qu'il y a entre le peuple et même son élite, on ne parle même pas du régime, y compris les partis. J'aimerais que nous parlions de ce sujet de Tebboune qui parle des 5 sites affiliés à Israël qui sont en train de tomber sur l'Algérie. Et puis après, je lirai un message que nous avons pris sur Facebook qui a été écrit par une intellectuelle algérienne qui est très remarquée sur les réseaux sociaux. Je vous le lirai. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Tebboune? Franchement, moi, je ne sais pas de quel site il parle. Franchement, il aurait dû nous le dire. Il a dit. Ouais, ils auraient dû Israël. Ils auraient dû nous le dire, en dont fait. En Israël, hein? Ouais, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je connais vous qui êtes un spécialiste des sites. Ouais, j'essaie d'avoir l'œil sur tout ce qui bouge sur Internet. Ouais. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais c'est un peu leur façon de gérer cette situation. Même quand ils parlent de la main intérieure, dites-nous qui c'est. Et puis si vous savez qui est derrière la casse qui s'est produite dans telle ville, arrêtez-les et montrez-les. Le programme du président sera appliqué, on sait même pas si le baril arrive à $1. Oui, on ne sait même pas c'est quoi son programme, en fait, ni le programme de Seller quand il est passé la dernière fois. Les Algériens naviguent à vue. Malheureusement, à mon avis, la population elle a vraiment peur pour ce qui nous attend. Et on a affaire en face à un régime qui est délirant totalement. Alors, je vais lire ce texte que nous avons pris sur Facebook. Je ne suis pas autorisé à dire le nom. J'aurais pu lui demander. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire, mais je vais lire son texte. Alors, le titre est « Drapeau et moulin à vin ». Oui, Monsieur le Président, je l'avoue, je n'ai pas mis de drapeau qu'on me condamne pour trahison, qu'on me mène à l'échafaud. C'est que, voyez-vous, je ne possède ni étendard ni oripeau. Un emblème ne s'achète pas et je ne sais pas combien ça vaut. Oh, j'en avais auparavant, ma mère me l'avait mis dans mon trousseau, délicatement brodé, posé entre ma robe berbère et mon caraco. C'est que, voyez-vous, quand on va loin, on emporte de son pays un morceau. Pour le sentir quand rien ne va et le caresser quand il ne fait pas beau. Et quand j'ai eu mes enfants, je l'ai étendu à la tête de leur berceau pour que les couleurs de ma patrie s'inscrivent dans leur cerveau. C'est que, voyez-vous, on s'accroche à ces valeurs comme à un radeau. Quand l'identité se perd au milieu de différents chants d'oiseaux, au fil du temps et des voyages, il se trouvait toujours dans mon ballot. Ne riez pas, mais au travail, il avait sa place d'honneur sur mon bureau. C'est que, voyez-vous, on devient un peu chauvin et parfois même idiot. Quand le ballon s'est paré des cœurs qui furent solidaires et amicaux, mais aujourd'hui, je suis revenu laissant tout derrière mon dos. Je ne pensais pas avoir approuvé mon nationalisme au badaud. Pour le faire flotter sur mon balcon, vous devrez m'écorcher à chaud. J'ai le mal de mère patrie quand je sens qu'on me mène en bateau. C'est que, voyez-vous, je n'aime ni le populisme ni l'allégeance des troupeaux. Et je n'ai pas à choisir entre une enclume inconnue et votre célèbre étau. Quand le devoir m'appellera, je rangerai mes larmes, je prendrai les armes et affûterai mes mots. Car voyez-vous, il y a plus de patriotisme dans ma maison sans drapeau qu'il n'y en aura jamais dans vos châteaux. Bonjour le monde, bonjour l'humanité. Merci beaucoup. Un dernier mot. Dernier mot sur Tebboune.
je l'invite juste avant de parler d'Israël ou de quoi que ce soit, de livrer les logements ADL à ceux qui ont souscrit en 2001. Parce que les gens qui avaient 30 ans en 2001, ils en ont 45 ou 46 aujourd'hui. Ils ont toujours pas reçu. Qui se contentent de leur livrer leur logement parce que مخلصين دراهم وفي السياسة يسكت parce que ما يعرفش. Moi, je dirais qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, la responsabilité de tous et celle du gouvernement en premier, c'est qu'il faut arrêter les slogans stériles et les arguments de langue de bois, la main étrangère, etc. On a dit, oui, bien sûr, le monde est en mouvement, les influences existent, des manipulations pourraient exister, mais le peuple algérien a souffert, a beaucoup souffert et continue de souffrir. Il faut au moins lui dire la vérité. Il faut faire face à ne pas le trahir situation. surtout. Ne pas le trahir. Il faut parler, on parle de sites, il faut dire les choses, il faut informer. Pourquoi n'en font pas nommer. Il y a des sites qu'on les connaisse, au moins qu'on ne se fait pas piéger par ces sites. Et puis ça nous permet de vérifier que ce que nous dit ce monsieur est sérieux. Voilà. Et puis juste une petite chose en parlant de Facebook, parce que c'est peut-être là où on va trouver un peu les Algériens, parce qu'ils ne passent pas par les autres médias, par le Maghrébien. Et du coup, les Algériens, ils n'ont pas d'accès, ils sont sur Facebook. Moi, j'ai retenu le drapeau algérien qu'ont créé les jeunes, là. Ils ont dit très bien, on aime notre pays, on va mettre les drapeaux. J'ai préparé mon drapeau, mais je n'ai pas de maison pour poser le drapeau. Voilà, faut déjà avoir donnez-nous des maisons. Alors, il faut que Tebboune fasse son travail pour Et justement, nous allons finir en montrant l'image de Harry Ouet. Vous savez que Harry Ouet, lors de la commémoration là, des artistes par le chef de gouvernement sur les droits d'auteur. Il a refusé. Harry Ouet a refusé de rencontrer. Parce que Atman Harry Ouet appartient à la génération des années 70-80. Il y avait encore des valeurs. Donc c'est place à Chabaorda et consort. L'image est derrière moi. Est-ce que tu peux lire, Yahya, est-ce que vous pouvez lire عثمان علي وات يرفض مقابلة سلال. سلال يرفض. عاود قولها لي. عثمان علي وات يرفض مقابلة سلال. Parce que c'est un vrai artiste engagé. Et le film تاعو Carnaval fait de Chara, c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine national. Il illustre d'une façon géniale. Depuis ce film, ils l'ont puni, mesquin, ils ont détruit sa carrière. Mais les Algériens le portent dans leur cœur. Voilà. Comme quoi il y a encore des Algériens qui ont Absolument. C'est vrai. Il n'y en a pas qu'un seul. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Samir Bellatesh. Merci Yahya Mkhiyouba. Merci Ibrahim Mansour. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.